Every day's a new day, it's a brand new deal. Every day's a new day. Philippe Billot, comédien actuellement au Théâtre Eurydice, donc à Nézat, mais on y reviendra parce que c'est plus compliqué que ça. Alexis Kaziev, j'étais désespérément en train de me demander ton titre exact à la Bulle Bleue. Moi, je suis chargé de relations avec le public, donc les arts artistiques à la Bulle Bleue à Montpellier, et aussi coordinateur pédagogique du nouveau centre de formation inclusif au métier de comédien qui a été ouvert en mars 2025. Et chercheur, d'après ce que j'ai compris. Et chercheur en sciences de l'éducation, voilà. C'est ça. Chris Burgess, qui est professeur cofondateur de l'école Phonact, si je ne dis pas de bêtises, hein, cofondateur de l'école de cinéma Phonact, Fontainebleau, Acte, puisque ça se passe à Fontainebleau. On y reviendra. Et Thierry Séguin, directeur du CNCA. Voilà. Alors j'aurais aimé commencer avec Philippe Billot. Philippe, on en a un petit peu discuté. Donc si j'ai bien compris, tu as commencé ta carrière, enfin tu as commencé à t'intéresser au théâtre en faisant des conservatoires, hein, dont on dit actuellement que la réputation, c'est qu'on n'y apprenait rien. Est-ce que tu confirmes ou pas? Et l'école Niels Sastre, mais je te laisse raconter ton parcours. Non, j'ai fait le conservatoire à Grenoble avec Georges Lavaudan à l'époque. Donc j'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai appris une certaine culture théâtrale. J'ai appris à me nourrir des œuvres. Voilà. J'ai appris aussi, j'ai appris quand même une certaine rigueur. J'ai appris des choses comme ça. Après, forcément, je suis monté à Paris. J'ai fait l'école du passage avec Niels Arestrup. Et ensuite, une école de cinéma avec Dominique Viriot, où j'ai énormément appris. Oui, tu avais l'air de dire que l'école qui avait encore le plus apporté, c'était l'école Viriot, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est une école payante, et ça coûte cher. Mais c'est ce qui, oui, ça m'a appris beaucoup. Et qu'est-ce que tu as appris alors en fait? J'ai appris à jouer des choses concrètes. Le conservatoire, c'est pas très concret. Je dirais que c'est beaucoup de technique. Et il y a peut-être une différence, enfin je sais pas, je fais l'hypothèse qu'il y a peut-être la différence entre un jeu théâtral aussi, qui est plus expressionniste, qui demande à porter la voix, etc., oui, par rapport à un jeu cinéma qui est plus simple et naturaliste. Oui, mais finalement, aujourd'hui, par exemple, je fais du doublage, et aujourd'hui, ce que j'ai appris au conservatoire en termes d'élocution, en termes de prononciation, etc., ça me sert. Donc en fait, je crois que toutes les formations qu'on peut faire tout au long de sa vie servent. Oui. Un moment ou un autre. D'accord. Alors du coup, il y a eu ce premier moment où tu décris bien tout ce que tu peux apprendre quand même avec des grands noms, quoi, hein, des gens qui t'apportent des choses. Et tu me dis qu'en même temps, quand tu es dans ces écoles, tu ne dis pas tout de toi. Non, je ne dis pas tout de moi. En même temps, dans ces écoles-là, je faisais des séjours. J'étais un suicidaire assez régulier, on va dire. Donc j'allais dans des hôpitaux assez régulièrement. Mais je ne le disais pas. Je ne le disais pas, je le cachais. Et j'avais des collègues, en plus, je me souviens au cours Viriot, j'avais 2 collègues qui étaient comme moi. Et on n'avait pas dit, on ne le disait pas, c'était tabou. C'est ça. Et d'après toi, le tabou, c'était dû à quoi? Au terme, le regard des gens, quoi. D'accord. Donc on imagine que là, malheureusement, comme on le dit toujours, hein, le handicap provoque la peur de l'exclusion, et donc par peur de l'exclusion, on est obligé de se cacher. Oui, le regard des gens, le fait de ne pas être pris au sérieux aussi, c'est surtout ça. Un soupçon d'illégitimité, si on est handicapé, on ne peut pas être vraiment compétent. Oui, c'est ça, un peu un syndrome de l'imposteur aussi. D'accord. Qui t'a empêché de parler de ça, donc tu as dû le garder pour toi, tu as dû te débrouiller pour mener ta carrière et en même temps planquer toutes les difficultés qu'il y avait par ailleurs, donc pas de soutien de l'école bien évidemment puisque personne ne sait rien. Mais après tu fais une carrière. Après je fais une carrière, une petite carrière, hein, pas une grande carrière, mais oui je suis intermittent pendant 25 ans. Oui, c'est quand même pas une petite carrière, hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien faire une carrière pendant 25 ans quand même. Et tout ça, pareil, avec des interruptions en hôpitaux, etc., jusqu'à temps de sombrer complètement. Oui. Voilà. Et là, je suis resté plusieurs années, vraiment plusieurs années en hôpital avant d'intégrer les AT Eurydice. Et donc là, je me suis senti protégé, je me suis senti chez moi. Enfin, chez moi, oui. Je me suis senti protégé. Voilà. D'accord. Vraiment. Donc le rôle de l'établissement, pour le coup, là, c'est bien ce qu'on attend de lui. C'est d'ailleurs sa définition même, c'est de protéger les personnes. Et là, tu te sens un peu plus tranquille, un havre de paix qui peut te permettre, j'imagine, de te reconstruire au moins en partie. Oui, bien sûr. Oui. Et là, tu construis, et là, tu vis une nouvelle formation. Oui,
Avec Richard Le Tertre et d'autres. Et du coup, tu m'en as parlé au téléphone. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça, par rapport à ce que tu avais connu comme premier type de formation? Là, il y a eu trois choses depuis que je suis arrivé. Vraiment, c'est trois choses différentes. Quand je suis arrivé, j'ai eu donc affaire à Richard Le Tertre et à un autre intervenant qui s'appelle Cyril Beauchef. Donc, je tire mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui a été très rigoureux avec nous, qui nous a appris une grande rigueur, à la fois très généreux, bon, assez particulier, mais très généreux. Richard aussi, c'est quelqu'un de très généreux, très compétent. Ce sont des gens compétents. Voilà. Je crois que les gens en situation de handicap ne sont pas des gens dupes et ils savent qu'en face d'eux, il y a des gens compétents ou pas. Ça, on le sait. Et on a monté des projets, on a monté le fameux Gargantua, qui est une œuvre magistrale en vieux français que moi, j'aurais jamais pensé jouer dans ma vie. Et on l'a monté haut la main avec Richard et Cyril. Et puis Richard nous a fait faire des petites formes aussi, il nous a fait faire des petits spectacles, des choses dans des petits lieux. Voilà, ça c'était très très bien. Et puis ensuite on a eu ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire un changement de couleur depuis que Richard est parti. Et là on a des formations qui durent une semaine, de petite semaine à petite semaine. Et là, je m'interroge, moi, en tant que comédien, je me suis dit, mais si j'avais été comédien et que je faisais dans ma vie passée une formation AFDAS par semaine, comme ça, tout le long de l'année, ça n'aurait aucun sens. Je ne tiendrais pas une minute. Et là, c'est ce qu'on fait. Et on ne fait pas de plateau. Et comme disait Maud Verdier, un comédien qui apprend, un artiste, parce que je suis aussi musicien, un artiste qui apprend, c'est aussi un artiste qui est sur le plateau. Le plateau est très formateur. Le fait d'avoir des échéances et de pouvoir jouer, ça c'est formateur. Preuve en est, c'est que pas plus tard que cette semaine, Richard a repris les rênes d'un ancien spectacle qu'on devait jouer et on s'est débrouillé toute la troupe en autonomie, c'est-à-dire sans encadrant, sans personne autour. Et je crois qu'on a fait un travail remarquable en étant tout seul en autonomie, c'est-à-dire qu'on a les clés pour se débrouiller nous-mêmes. On a eu cette formation de la part de Richard, de la part de Cyril, ce qu'on a eu avant, et peut-être aussi ce que j'ai eu dans ma vie passée. On a ces clés qui font qu'on est autonome. On arrive aussi, en autonomie, à faire des choses. Alors ça, c'est rigolo, et je pense qu'Alexis Kaziev pourra en dire un mot aussi, parce qu'on est à peu près sur, j'ai l'impression, une nouvelle dimension qui apparaît, qui émerge de plus en plus, qui est celle d'artistes qui deviennent eux-mêmes concepteurs de projets et qui peuvent porter une démarche et non pas seulement obéir en tant que comédien à des metteurs en scène extérieurs, tous forcément non handicapés, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, une ligne qui est en train de bouger, j'ai l'impression. Et au-delà de ça, tu disais donc que formation plus longue avec Richard, et je sais plus oublier le nom de l'autre, Cyril. Et Cyril, qui te conviennent mieux, formation plus courte, qui correspondent moins à ton souhait et enfin, où tu as même l'impression d'apprendre, quoi. Oui, là je parle aussi au nom de mes collègues, c'est-à-dire que c'est pareil, imaginons n'importe quel intermittent qui fasse des formations AFDAS comme ça toutes les semaines, il va être paumé. Dans sa tête, ça va être un coffre-fort, ça va être paumé. Enfin, personne, moi j'ai jamais connu d'intermittent qui fasse des formations AFDAS toutes les semaines avec des gens différents. Et du coup, est-ce que tu vois une différence entre la formation initiale que tu as faite avec donc Conservatoire, la Vaudan, à Restrup, et celle que tu fais en milieu protégé? Oui, bien sûr, mais encore que voilà, avec des gens comme Richard ou comme Cyril, des gens que j'appelle moi des gens compétents, pas forcément compétents artistiquement, mais compétents pour la transmission. Ils ont aussi des casquettes où ils ont l'habitude de travailler avec des gens en situation de handicap, donc ils savent comment peut-être nous prendre, je ne sais pas. Ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais, de ton point de vue à toi, tu dis le fait qu'il y ait une expérience et une capacité à être quand même peut-être, je sais pas, plus protecteur, plus à l'écoute. Oh, c'est pas vraiment plus protecteur. Je pense que c'est une façon de travailler. Une façon de travailler. C'est une façon de travailler. Et puis, c'est une rencontre aussi. Imaginons que nous, en situation de handicap, on est aussi des gens un peu
plus fragile, encore un peu plus fragile que les autres, et que découvrir des gens comme ça chaque semaine en formation, c'est un peu stressant. On l'aura compris. On doit, enfin n'importe qui, je veux dire, n'importe qui va trouver quelqu'un sur son chemin. Il y a un moment, il y a toujours un temps d'adaptabilité. Bien sûr. Face à une Oui. personne. Et donc peut-être ça va avec le rythme qui est important, et d'avoir un rythme suffisamment lent. Alors donc première expérience en milieu ordinaire, deuxième expérience de formation en milieu protégé, et une troisième qui ramène au milieu ordinaire. Et une troisième qui ramène au milieu ordinaire, et là c'est merci Olivier, merci l'Agence du Cristal. L'Agence du Cristal qui est une agence parisienne qui s'occupe des artistes en situation de handicap. Et on qui le représente donc auprès des productions. Voilà. Et on a eu j'ai eu la chance, parce qu'on n'a pas été tous comme ça, j'ai eu la chance de faire une formation avec Dubbing Brothers, qui est un studio de doublage à Paris, qui est assez renommé quand même. Et donc on a eu une formation de 3 mois. Et à l'issue de cette formation qui a été assez intensive et en même temps très très pro, et là ça a été très droit, ça rigolait pas comme on dit, mais on savait qu'il y avait du travail au bout. Et aujourd'hui j'ai quand même cette chance de pouvoir travailler en milieu ordinaire et d'être comédien de doublage. J'ai pas mal de cachets, ça va, mais donc ça veut dire que cette formation t'a permis de commencer à travailler avec la boîte de doublage et d'avoir des cachets d'intermittents. Oui, ce qui fait que même des fois dans ma tête je me dis pourquoi pas retrouver le statut d'intermittent, même si je suis bientôt à la retraite, mais voilà, retrouver ce statut d'intermittent. Et je sais que quand on a parlé au téléphone, ta première réaction c'est de dire « mais j'ai des cachets !» Et que c'était vraiment quand même le sésame extraordinaire, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup on quitte le milieu protégé et il y a quelque chose, je l'ai pris comme quelque chose de survalorisant, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, on se sent, j'aime pas ce mot, mais on se sent normal. Il y a un moment, paf, d'un seul coup, je suis allé à la visite médicale à la Bourse, je suis... c'est pas le plus drôle. Et voilà, j'ai remis mon numéro de congé spectacle, etc. Enfin, tout ça, pour moi, ça me paraissait pas du tout faisable dans ma tête il y a encore 10 ans. Pour moi, c'était fini, cette chose-là. Donc, je me suis dit, waouh, c'est vachement bien. Donc, on en arrive au point où on se dit que la protection était nécessaire à une période, mais il est important que cette protection s'accomplisse en même temps, en pouvant revenir vers le milieu ordinaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on sait qu'on peut avoir cette sécurité de repasser derrière en ESAT au cas où ça ne marche pas, c'est aussi un accompagnement. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, je suis quand même une personne fragile, donc on se dit, voilà, bon, ok, c'est super, c'est génial, mais à un moment, on peut aussi avoir besoin de revenir parce qu'on ne sait pas ce dont la vie est faite. Et moi, j'en suis l'exemple. Et voilà, c'est... Grosso modo, il y a un filet de sécurité, les AT, il y a un accompagnement qui a été fait par l'agence pour t'amener à Dubbing Brothers, et un accès au milieu ordinaire. Et que ces trois-là fonctionnent si les trois sont intimement liés. Oui. Et c'est pareil, bon, étant musicien aussi, j'ai créé une musique pour un spectacle que fait Richard. Et tout ça, c'est... Voilà, quand on dit on se sent artiste, c'est un moment où on produit des choses, et puis, voilà, il se passe des choses, et ça, c'est bien. Alors, les AT, effectivement, nous ouvrent des... Enfin, c'est pas qu'elles nous ouvrent des portes, elles nous accompagnent plutôt qu'elles nous ouvrent des portes. Okay. Parce que c'est nous qui faisons le travail, mine de rien, mais c'est eux qui nous accompagnent, qui sont là, à côté de nous, et ça, c'est super, super important. Et j'ai une chose à dire, parce qu'il y a quelqu'un du ministère de la Culture, moi j'avais une proposition à faire et j'y tiens. Ah ben voilà. Open bar. Sur le statut d'intermittent, je sais qu'il y a les fameux 43 cachets, etc. Est-ce qu'il ne serait pas bien de réfléchir à un statut d'intermittent pour les travailleurs handicapés avec moins de cachets ? Je crois qu'on lui a déjà dit et qu'on insiste un maximum là-dessus. Je crois que le message a été plus que passé. Merci Philippe. Je voudrais donner la parole à Chris. Alors c'est drôle parce que là on parlait d'une école Dubbing Brothers, donc de doublage. Ici il s'agit d'une école de cinéma. Et ce qui m'a étonné, alors c'était extraordinaire, c'est une des rares fois où ça nous arrive dans notre vie, c'est pas nous qui appelons, c'est eux.
C'est-à-dire que d'un seul coup, allô, bonjour, c'est Laurent de Montalembert, un de tes collègues, qui dit nous, on est une école de cinéma, mais on aimerait bien travailler avec vous parce qu'on sait que vous êtes une compagnie qui travaille avec des artistes handicapés. Quoi, mais, et alors, du coup, j'ai posé la question et je te repose la question mais pourquoi donc? Bonjour. Ah oui, ça marche. Pourquoi Parce que nous sommes une. Pardon, mon français, c'est tout à fait nul. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais. S'il parle beaucoup mieux français que nous, on parle anglais. Ouais. Pour m'introduire un petit peu d'abord, moi, je suis anglais. Je travaille dans une école de 10 ans à Fontainebleau qui s'appelle FONACT, c'est-à-dire le Fontainebleau School of Acting. Avant ça, j'étais directeur d'une école à Londres qui s'appelle Guildhall School. Et l'école à Fontainebleau était développée par Laurent de Montalembert, qui était un de mes étudiants à Londres avant. Il est un fils de Fontainebleau. Et toujours, j'ai dit à lui, un jour, je viens pour travailler avec vous. Et nous avons une école, les cours sont en anglais et les élèves, ils viennent de partout du monde. Nous avons peut-être 20 différentes nationalités chaque année. Et la question que tu m'as demandé, pardon, c'est parce que nous voulons faire plus que dire nous sommes inclusifs. C'est toujours un mot qui est dans toute la littérature de toutes les écoles, nous sommes inclusives. Mais la question, c'est difficile à répondre, mais nous avons fait une rencontre avec les acteurs de Cristal il y a un an, pendant quelques jours, avec l'objectif de faire quelque chose devant la caméra. Et je pense que c'était peut-être 6 acteurs ou quelque chose. Oui, on était 6, je crois. Oui, oui. Oui. Et ils ont venu et travaillé avec nos élèves et c'était formidable parce que ils avaient curiosité, cœur, courage, les 3 C, des choses très, très illumineuses, touchantes. Et nos élèves ont bénéficié, c'est le mot, beaucoup de les rencontres. Et nous avons trouvé que tous les acteurs avaient les grandes différences entre eux. Ils ont tout le petit chose handicapé, mais ils ont beaucoup de choses ils ont they were very, very, very open and ouvert and also very connected and available. Pardon, mais je trouve... Ouais. Connectés à eux-mêmes. Je crois que c'est important parce que c'est un peu tout ce qu'on dit régulièrement, à savoir qu'il y a une sorte de... alors c'est moi qui vais commencer à hésiter, de naturel, de spontanéité, ouais. de sincérité, d'authenticité. Ouais.
qu'on n'a pas toujours chez les comédiens non handicapés. Nous, on nous met devant une caméra, on peut avoir l'air gêné, on ne sait pas trop comment faire. On met une personne handicapée, des fois, And il n'y aura aucun simulacre. Voilà. Et c'est ça qui est cette qualité de présence qui a dû vous impacter, je pense, et qui fait que probablement que quand on met en présence personnes apprenants handicapés et non handicapés, il y a un travail de co-formation qui se fait. Parce que les uns apprennent des autres ce qu'ils ont plus de mal à faire. oui, avant que l'arrivée, nous avons pensé que peut-être ça peut être difficile et il faut marcher très très lentement, mais c'était pas comme ça de tout. C'est quelque chose tout à fait mutually beneficial pour nos élèves et j'espère pour les acteurs de Cristal. Et nous voulons ouvrir nos portes encore. C'est sûr qu'on peut faire des choses. Nous sommes une école privée et alors il y en a toujours le problème des finances. Mais c'est important de n'arrêter de trouver les solutions si c'est possible, parce que je pense que c'est très, très important. Alors, je tiens à témoigner du fait qu'il y a une grande générosité quand même qui existe chez certains acteurs. C'est votre cas, puisque nous avons fait des stages sur des durées limitées, mais qui ont été gratuites. On a été sollicité par l'école Écart, qui est une école de cinéma également connue, qui nous propose des formations gratuites. C'est quand même assez formidable. Alors c'est à la fois formidable et en même temps c'est gênant parce que du coup on reste quand même dans le système vous voyez, de l'exceptionnalité, du supplément d'âme, de la charité, et on n'est pas du tout encore dans le dispositif construit qui permettrait que les choses se fassent naturellement sans avoir recours à la gentillesse humaine, ce qui est à la fois une bonne chose et une limite quand même par rapport à nos dispositifs d'État où on est en France. et du coup, quand même, ce qui me paraît intéressant, c'est vous venez parce que par une sorte d'idéal inclusif, en fait, en quelque sorte, et vous vous retrouvez à quelque chose qui vous enrichit et qui enrichit nos acteurs de la même façon. C'est-à-dire qu'on se dit là que la rencontre entre différents types de populations, artistes, handicapés, non handicapés, ça enrichit tout le monde. Oui. C'est très, très riche. D'accord. Et ça apprend de part et d'autre. Donc, dont acte, quand on imagine faire des dispositifs et construire des choses, que ce type de choses peut enrichir tout le monde. OK. Merci, Chris. Alors, Alexis, lui, je te laisse te présenter. Donc, un ESAT, la bulle bleue, on revient au milieu protégé, et avec 3 types, si j'ai bien compris, de formations différentes qui visent justement à construire un petit peu un regard différent, parce que finalement, le problème des ESAT, c'est qu'il n'y a pas de formation initiale. Dans le meilleur des cas, il y avait l'IME d'Argenteuil qui avait fait une formation aux arts de la scène, mais qui a disparu malheureusement. Donc en milieu protégé, 0 formation. Et les gens qui arrivent avec une formation initiale comme Philippe, c'est vraiment exceptionnel. C'est très rare. La plupart n'ont pas de formation. Ils disent « j'aime bien le théâtre, j'ai envie de faire du théâtre », mais ils n'en ont jamais fait, ou très peu. Comment on fait avec ces gens-là? Faut commencer par les former de façon plus ou moins informelle. Et vous, d'après ce que j'ai compris, vous êtes en train de mettre en place des modalités particulières pour que cette formation se fasse dans des meilleures conditions. Oui, bon, déjà en tant qu'ESAT, donc du coup on permet la formation continue, et à la bulle bleue on la permet de plusieurs... il y a plusieurs choses en matière de formation. Donc, tout d'abord, il y a les interventions permanentes des professeurs en chant, en danse et yoga. Donc, c'est de manière permanente. Après, on travaille avec les artistes associés pour les cycles de 3 ans qui participent du coup aussi au projet de formation des comédiens. La bulle bleue aussi a un lieu, donc du coup animé pas que par les comédiens, mais aussi par les techniciens, jardiniers, cuisiniers, institutions de handicap. Et c'est un lieu de résidence et de programmation. Donc du coup, les artistes qui viennent en résidence, il y a des temps organisés pour partager ces temps d'ouverture de leur laboratoire aux comédiens de la bulle bleue,
Donc voilà, en fait, le choix de la bulle bleue, c'est de voir la possibilité de travailler avec plusieurs artistes pour que nos comédiens puissent avoir plusieurs approches et après s'identifier à l'un ou à l'autre. Et en plus de ça, la question du mixité, du coup, elle est essentielle aussi pour nous. Parce que dans une démarche inclusive, parce que c'est vrai qu'on attend ce mot tout le temps, inclusion, inclusif, on perd le sens de ce mot-là. C'est peut-être ceux qui en parlent le plus qui le font le moins, comme les Frites McCain. Ouais. Et je pense que c'est important parfois de revenir, en fait, c'est quoi la définition en fait, de ces concepts-là. Donc du coup, pour moi, l'inclusion, ce n'est pas faire quelque chose exprès pour les personnes en situation de handicap, c'est de construire quelque chose de plutôt plus universel qui serait accessible pour tout le monde et qui pourrait réunir les personnes sans ou avec handicap. Donc dans cette dynamique, on travaille en matière de formation avec l'Université Paul Valéry Master Création. Il y a des labos partagés et qui sont ouverts au public. Il y a aussi le travail avec le conservatoire, avec le classe Indiar, mais aussi le classe préparatoire pour les écoles nationales. Et il avait parfois des labos avec l'ENSAD. Et ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'école de Saint-Étienne, qui ont un TU de professeurs de théâtre. Pour nous, c'est un partenariat essentiel. Donc, si je comprends bien, c'est au moins 3 partenariats différents qui visent à ce que les comédiens de la Bulle Bleue puissent aller dans des centres de formation qui sont en fait normalement réservés aux personnes non handicapées, quoi. Oui, c'est les deux. Parfois, c'est nous qui nous allons. Parfois, ou alors c'est eux qui viennent chez vous. C'est l'inverse. Ouais. Sur des durées de combien à peu près? De 2 semaines à 1 mois. Donc ça pourrait être. D'accord, 2 semaines à 1 mois pendant lesquelles les gens se fréquentent. C'est ça. À la fois ceux de la Bulle Bleue et les élèves. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc du coup, par rapport à l'école de Saint-Étienne, pourquoi c'est important? Parce que ce sont de futurs professeurs de théâtre. Qui sont du coup sensibles à cette question-là et que grâce à cette rencontre avec les comédiens de la Bulle Bleue, il y a quelque chose qui se passe. Donc du coup, déjà au niveau de la conception des ateliers artistiques, donc il y a 2 volets en fait de notre travail avec l'école Saint-Étienne. Déjà de travailler de manière inclusive et de transmettre le savoir-faire, les savoirs de manière inclusive également. Donc on travaille un petit groupe en mixité avec les comédiens de la Bulle Bleue où ils conçoivent un atelier pour les personnes en situation de handicap à la fin du laboratoire. Et ça me paraît très important, cette idée dans la formation initiale des professeurs de théâtre, d'inclure un module qui permette de s'adresser, y compris à des artistes en situation de handicap. Oui, parce que pour nous, du coup, c'est important, parce que ça fait 13 ans qu'on participe à la professionnalisation des acteurs. On a une expertise, on a des retours des comédiens, on a les professionnels en situation de handicap qui sont, et leur savoir expérientiel sont importants dans les musées inclusifs. Il faut toujours poser les questions aux personnes concernées, la question des besoins, et nos comédiens, en fait, ils ont cette expertise des besoins. Et pour nous, c'est important pour que la Bulle Bleue soit un lieu ressource pour d'autres organismes de formation du territoire. Donc de ne pas faire quelque chose séparément du coup de ces centres de formation. Voilà. Super. Et puis vous avez également une deuxième modalité, d'après ce que j'ai compris, qui va rejoindre ce qu'on vient de dire là, sur le comédien formateur ou le comédien lui-même à l'initiative d'un projet. Oui, c'est un projet qu'on a commencé il y a quelques années parce que du coup on a constaté que en plus du fait qu'il y a une légitimité artistique des professionnels en situation de handicap en cours, donc ça veut dire que le milieu dit ordinaire reconnaît de manière partielle du coup le professionnalisme des comédiens en situation de handicap, mais aussi on constate que parfois les comédiens eux-mêmes, à cause de plusieurs raisons, ne se reconnaissent pas en tant que professionnels. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et donc du coup, on a réfléchi qu'est-ce qu'on peut mettre en place
pour favoriser l'émergence de cette identité professionnelle. Comment... J'avoue que j'étais extrêmement surpris d'entendre ça, et on l'a confirmé à l'instant avec, puisqu'on a reparlé ensemble, le fait que les comédiens qui travaillent en ESAT, visiblement, sont nombreux à ne pas se sentir légitimes, à ne pas se sentir comédiens professionnels. Je pense que c'est lié au statut économique. Alors moi, je n'ai pas posé la question, mais je pense que chez nous, je pense qu'ils sont, j'espère, je commence à me demander, qu'ils se disent professionnels, parce qu'on n'aurait pas de leur dire à longueur de journée, qu'il y a à la fois des exigences, mais qui s'appliquent. Mais du coup, c'est quand même impressionnant de se rendre compte de ça, quoi. La fête, alors quand on joue quand même régulièrement au théâtre, qu'on joue sur des plateaux, etc., d'avoir encore un doute sur le fait qu'on est professionnel. J'avoue que je tombe de ma chaise. Nous aussi, parce que moi, j'ai fait les entretiens pour ma thèse, donc du coup, c'était une question c'était vraiment une question spontanée, mais après, quand il y a une comédienne qui me dit qu'il travaille depuis 12 ans à la compagnie, qui dit non, je ne dirais pas que je suis professionnel, donc du coup, ça me questionne, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait ça s'est passé, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'accompagner vers cette reconnaissance. Et je pense que les projets de transmission, c'est un bon outil. Parce que déjà pour transmettre quelque chose, il faut reconnaître les compétences qu'on a. Et en plus, on a essayé d'inventer les espaces d'expérimentation dans lesquels ils sont libres de tester plein de choses, plein de postures, toujours dans un espace bienveillant et qui permet de faire des erreurs. Et comme ça, ils définissent petit à petit leur ligne artistique, parce que parfois les AT, en fait, vu qu'ils sont nombreux, parfois on impose les projets artistiques qui ne correspondent pas forcément aux attentes de tout le monde. Donc on ne peut pas accompagner 16 projets individuels à l'ESAT. Mais par contre, grâce à ce projet de transmission, on peut accompagner de manière individuelle et de faire émerger cette ligne artistique chez les comédiens et comédiennes. Et je trouve que c'est vraiment très riche. Donc du coup, là, on a 4 comédiens qui se spécialisent dans plusieurs domaines. Il y a un qui travaille plus sur l'art visuel, il y a l'autre qui travaille plus les questions du théâtre et bien-être, l'autre qui travaille plutôt sur les questions d'écriture. C'est vraiment intéressant. Et pour moi, c'est une bonne voie vers le portage des projets, parce qu'en fait, à ce moment où je pense qu'on est tous et toutes d'accord qu'il y a très peu d'artistes qui sont porteurs du projet, et en fait, et comment faire émerger ces artistes, c'est compliqué. Et moi, je pense que aussi cette question de transmission, de commencer par petit atelier de 30 minutes, après un atelier d'une heure, après d'une heure et demie, après 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, et après, ça pourrait aller vers le portage de projet. Et si je comprends bien, ça change complètement l'enjeu, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un artiste non handicapé qui vient, qui dit voilà, on va faire ça aujourd'hui, c'est la personne qui décide d'aller dans une direction artistique qui lui plaît, et elle construit une pratique artistique à partir de là. C'est ça. Et en plus, le portage des projets, ce n'est pas obligatoire pour le métier de comédien. Et là, ce projet, pour certains, peut juste leur aider de définir leur projet professionnel, leur ligne artistique. Et pour ceux qui souhaitent devenir un porteur du projet, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Donc, voilà. Et juste par rapport en matière de formation, moi, je pense qu'il y a, quand on pose les questions de formation et d'inclusion des personnes en situation de handicap, de manière générale, je pense qu'on doit se poser les questions suivantes. Quelles compétences en fait on vise à travers cette formation-là? Est-ce qu'on vise les compétences reconnues par les milieux ordinaires et donc du coup on essaie de normaliser les personnes sur handicap et ça se limite au niveau de compensation? Deuxième solution, c'est reconnaître les compétences spécifiques des artistes en situation de handicap. Et troisième solution, c'est les approches universelles qui essaient de réunir les personnes avec handicap. Donc du coup, c'est la même chose par rapport à la légitimité artistique. Il y a des compagnies qui mettent en avant le handicap, il y a ceux qui essaient au contraire de le cacher. Et je pense que ça m'intéresse aussi comment ça va se passer en France en matière de formation, parce que par exemple dans les pays anglophones, c'est la culture de handicap, c'est le crypthéorie, c'est beaucoup en avant la question de handicap. Il y a la culture de handicap qui est très peu présente en France. Pour moi, il y a ce concept de la pédagogie universelle, qui est un concept canadien qui vient en France, et je pense, moi j'ai l'impression que c'est le concept qui peut fonctionner en France.
Est-ce que c'est la voie qu'on va prendre du coup pour l'accessibilité des formations ou pas? Ou donc voilà, on est vraiment là pour décider en fait qu'est-ce qui serait notre Oui, la façon d'affirmer le handicap ou pas, ou au contraire de partir d'une vision universelle qui gommerait un peu les spécificités. Oui, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Il y a une dernière chose, si j'ai bien compris, c'est une école toute récente qui vient d'ouvrir. Oui, c'est ça. Donc on a ouvert parce qu'on a beaucoup de demandes. Le problème des ESAT, c'est qu'il y a très peu de place. Donc il y a une centaine d'artistes en situation de handicap qui sont en ESAT, mais il y en a beaucoup plus en situation de handicap qui souhaitent être formés. Donc on a beaucoup de demandes. Et on s'est dit, donc ça fait 2 ans qu'on accompagne les artistes, donc en fait c'est le moment en fait de partager cette expérience avec d'autres, d'ouvrir le centre de formation et aussi d'ouvrir pas que pour les personnes en situation de handicap, mais aussi à toute personne qui souhaite se professionnaliser de manière inclusive à ce métier. Donc du coup on a déjà eu la première session de formation, donc en fait on envisage 4 sessions pendant 2 ans, 4 sessions de 4 semaines sur différentes thématiques. Le premier théâtre, le deuxième plus sur le corps, troisième jeu face à caméra, quatrième à définir. Et du coup, on a constitué un conseil pédagogique avec tous les artistes avec lesquels on a travaillé pendant 13 ans, qui ont témoigné de l'expérience de formation et de création. Et toutes ces pratiques ont nourri en fait l'approche globale de notre centre de formation. Et en fait, ce conseil existe toujours. C'est un endroit de recherche, de réflexion. Et on se pose plein de questions et par rapport aux compétences et les questions d'évaluation et le métier de comédien et quelles devraient être les modalités de travail de l'artiste, pas que dans le milieu ordinaire, mais partout. Et pour nous, c'est important. On n'est pas sûr de pérenniser cette formation parce que pour les raisons. Il y a une question de financement, si j'ai bien compris. Pour l'instant, elle est payante. Parce que comme on n'a pas encore Gay donc on ne peut pas faire financer cette formation, mais on a le soutien des mécènes qui nous permet de baisser le maximum le prix. Donc du coup, la première session a eu lieu. On est très contents parce que déjà, nos comédiens étaient formateurs. C'était super, même si c'était le module très court, mais je pense ce sera les modules un peu plus longs dans les sessions à venir, où nos comédiens vont intervenir. Je pense que le partage des savoirs expérientiels, vraiment, c'est les pratiques de médiation pair, il y a plein de choses qui se jouent là, je trouve ça génial. En plus, je trouve très intéressant ce que nos éducatrices qui accompagnent les comédiens depuis des années, on a compris qu'en fait, qu'ils ont construit en fait, les outils très pratiques et très universels qui pourraient servir pas que pour les personnes en situation de handicap, mais pour toute personne. Donc en fait, on a créé un module coaching de l'acteur où il y a nos 2 éducatrices qui interviennent avec beaucoup de pratiques, avec beaucoup de propositions. Donc voilà, et en plus, ces éducatrices qui accompagnent les personnes sans ou avec handicap pendant leur parcours. Je trouve que c'est bien, donc ils font parfois la sophrologie, les siestes, les collectives, les discussions, aussi les coachings individuels, les entretiens individuels. C'est intéressant comment leur savoir-faire, au premier lieu spécifique au domaine médico-social, devient quelque chose d'universel qui pourrait être utilisé pour tout comédien. D'accord. Alors du coup, j'avais envie de faire réagir Philippe par rapport à cette conception universelle où on s'adresse dans la formation à toute personne sans distinction, ou au contraire affirmer des spécificités liées au handicap, y compris des spécificités esthétiques, artistiques. Entre ces 2 lignes-là, comment tu réagis, toi? Déjà, tu avais parlé d'une chose, de savoir si on était comédien professionnel ou pas. Alors, Ah oui, d'abord. nous, il y a une question qui était... Pourtant, on a fait le Festival d'Avignon il y a 2 ans, ce qui est pas mal quand même pour faire avec un ESAT. Moi, j'avais fait Avignon, et là, faire Avignon, c'était super. Avec Roland Dubillard, c'était chouette. Et là, par rapport à ta question, alors on avait eu l'idée avec Richard il y a 2 ans de mettre en place une formation où en binôme avec Richard, qui serait là, où je ferais des formations pour des gens et en situation de handicap et non handicapés. Et vous seriez vous-même un binôme handicapé non handicapé. Voilà, et qui permettrait d'ouvrir le théâtre, d'ouvrir notre structure pour faire des formations. Et je pense que ça serait... Et là, quand on écoute... je ne sais pas comment il s'appelle. Alexei, quand je t'écoute, Alexei, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment cette idée qui avait germé il y a 2 ans dans notre esprit. Et ouais, c'est bien, je trouve ça super. De faire une passerelle
entre le milieu handicap et le milieu ordinaire, qui est cette passerelle aussi dans la formation. Ça, c'est Il y a pas un mal. domaine qui est très fécond parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans l'art brut, on ne s'est pas trop posé le problème. C'était beaucoup les artistes bruts qui travaillaient point barre. Alors il y a eu toute une reprise en main maintenant avec de plus en plus de formateurs qui interviennent. Mais au départ, l'art brut, c'était ça. Et nous, on n'a jamais connu ça. On a toujours fait de l'art avec des personnes non handicapées s'adressant à des comédiens handicapés. Ça serait intéressant d'explorer cette nouvelle veine où, à l'origine du projet créatif, il y a une personne elle-même, un artiste handicapé, quoi. Oui, que les gens du milieu ordinaire, chacun d'entre vous puisse venir prendre des cours, suivre une formation avec des gens qui ont l'habitude de faire finalement, même si ok, on est handicapé, mais on joue, enfin on fait du théâtre, on est artistique, on est musicien. Et finalement, ça serait bien de se dire aussi que les AT, c'est pas un lieu tabou. Chacun peut y venir et il ne se passera rien de particulier, quoi. C'est un lieu convivial et c'est bien, quoi. Ça peut être ouvert. Ça peut être ouvert. Alors, on en arrive maintenant à Thierry Séguin, donc, qui est directeur du CNCA. Donc, le CNCA qui est un organisme, un observatoire en quelque sorte, qui va avoir qui est témoin d'énormément d'initiatives différentes. Et j'aimerais voir comment, de ta place à toi, tu considères cette question de la formation, c'est-à-dire à la fois alors on a dit qu'aujourd'hui on insistait moins sur les manques que de voir plutôt les émergences de pratiques qui peuvent vraiment être signifiantes, enrichissantes, encourageantes, et comment éventuellement elles pourraient construire les fondations, les sous-bassements d'une formation à construire. Alors en milieu ordinaire, en milieu protégé, en tout cas à voir comment on pourrait rénover cette question de la formation. Peut-être rapidement un petit mot pour représenter le Centre national. Oui, donc, non, mais comment et puis après, j'essaie de répondre à ta question. Donc, le Centre national, une institution assez récente, a été créée en 2021 à l'initiative d'un ministre, en l'occurrence Franck Riester, qui a été accompagné par des collectivités, parce qu'on est en région. Donc, on a été accompagné aussi par la région Bretagne, les départements du Finistère et l'agglomération de Morlaix. C'est audacieux parce que subitement, voilà, un ministre et des services imaginent un centre national qui n'est pas sur une discipline comme le Centre national de la danse, mais sur une thématique. Et je trouve que voilà, c'est assez intéressant, et j'espère qu'il y en aura d'autres, des centres nationaux sur des thématiques spécifiques. Voilà, donc notre mission, nous, elle est de concerner à la fois toute forme de création artistique, concernant toute forme de personnes en situation de handicap. Alors, tu me disais en aparté tout à l'heure, essaye de synthétiser un peu les enjeux et de mettre en perspective. C'est vraiment pas facile à faire. Ce que j'observe, je crois, c'est que si on regarde bien ce qui s'est passé en France pendant 40 années au niveau de la création inclusive, souvent ces pratiques, elles ont été associées, rattachées à des ESAT artistiques. À l'époque, on parlait de CAT, mais ESAT, CAT, tout ça, c'est la même chose. Donc cette prédominance du secteur médico-social dans la création adaptée souligne l'importance de l'accompagnement. C'est-à-dire que le médico-social a apporté un cadre sécurisant qui permettait d'accompagner dans une époque, il y a 30-40 ans, où le secteur psychiatrique, le médico-social était réinterrogé par la psychothérapie institutionnelle, voulait s'inventer d'autres manières d'humaniser l'accompagnement des personnes vulnérables, et le théâtre s'est invité là-dedans, et voilà, ça a généré toutes ces compagnies. On s'est un peu créé dans les mêmes périodes, des fois sans se connaître, des fois en se connaissant, c'est assez étonnant. Ce qui est clair aujourd'hui, si on regarde bien, c'est qu'on a vraiment un moment de bascule. Parce que c'est vrai que si on se réveille ce matin en se disant « Tiens, il s'est passé quelque chose », on est très surpris, mais comme on est des observateurs avisés, on voit bien que depuis 10 ans, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et depuis 4 ans, très, très, très forte accélération. Le post-Covid, on a vu cette accélération. Et je pense qu'en fait, on est passé de questions qui étaient menées par des pionniers qui s'étaient battus pour exister, pour être visibles, à quelque chose qui est en train de se généraliser. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, même si ce n'est pas encore suffisant, on voit davantage de pratiques artistiques avec des artistes en situation de handicap sur les scènes artistiques. Un chiffre, parce que pour en donner beaucoup, et d'ailleurs on n'en a pas assez,
mais c'est le nombre de personnes en situation de handicap dans l'ensemble de la vie culturelle française. C'est un chiffre qui nous a été donné d'ailleurs par l'AFDAS. C'est 2,8%. Non, c'est la GFIP qui nous l'a donné, 2,8%. La moyenne française, c'est 4. L'objectif, c'est plus de 6. Donc le secteur culturel est très en retard, de façon générale. Hein. Je ne parle même pas sur les scènes. Il faudrait qu'on mesure sur les scènes. On serait assez surpris, je pense, comment on est quand même en retard. Ensuite, c'est vrai c'est étonnant tout ce qui se disait autour là, de la table. Mais moi, j'avais une discussion récemment avec une enseignante de primaire et qui a tout de suite été très heureuse, il y a 20-30 ans, d'accueillir les premiers enfants en situation de handicap qui arrivaient dans l'école ordinaire. Et elle me faisait cette remarque, elle m'a dit, on en a de plus en plus, moi je suis très heureux d'en avoir chaque année dans ma classe, mais je pense que la pédagogie, l'école, ne s'est pas adaptée à l'enfant. C'est à l'enfant de se frapper, en fait, se confronter à l'école. Et moi, ce que je crois, ce qui est en train de se passer, cette mutation-là, c'est-à-dire aussi bien dans l'école que dans les grandes écoles nationales supérieures d'art, maintenant, il faut adapter la pédagogie à des besoins spécifiques et singuliers qui arrivent. Et comment on le fait? Parce que ça revient à refonder complètement la pédagogie, pas simplement pour la personne différente, c'est repenser en profondeur la pédagogie. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin. Enfin, moi, quand je vois mes enfants qui arrivent dans une école qui ressemble à celle que j'ai connue quand j'étais gamin, c'est à pleurer quand même. Le monde a changé et il y a quelque chose de l'école. Il ne faut pas la caricaturer, l'école française, mais on n'a pas assez été vers cette école. Alors pour ça, ce projet canadien de pédagogie universelle, on en reparlera, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que ce serait intéressant. Mais vous voyez, il me semble que c'est un petit peu en train de bouger parce que quand on regarde l'exemple qui est donné par Alexis sur la bulle bleue où des professeurs de DU viennent se frotter à du handicap, nous on fait un stage chaque année d'une semaine pour apprendre à travailler avec des personnes en situation de handicap pour l'animation d'ateliers théâtre. Cette année, il y avait 16 personnes. C'était énorme. Alors qu'on voilà, on a l'impression qu'il y a vraiment une demande et une prise de conscience de ce côté-là. Alors, bien sûr, hein, ça n'a jamais été aussi loin. C'est en train de bouger et ça va beaucoup bouger dans les 5 prochaines années. En vous écoutant, on voit bien qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur le terrain. Vous voyez, c'est des questions aussi simples que comment se fait-il que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire peut se révéler dans un atelier d'écriture adaptée un auteur exceptionnel ou une autrice exceptionnelle? Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Subitement, on découvre un de nos interprètes à la dictée, il nous fait un texte, une poésie, mais remarquable. Et on se dit, mais ça faisait 20 ans que je travaillais avec lui, pourquoi on n'avait pas fait ça? Je pense aussi que c'est cette question-là, effectivement, de la connaissance. Quand on commence à se dire, tiens, j'ai un interprète là qui brille sur les plus grandes scènes, et qui n'a pas de diplôme, si on commence à réfléchir à une validation des acquis de l'expérience et qu'on découvre qu'effectivement il peut mériter une licence, c'est quand même une sacrée révolution. Ça nous réinterroge aussi sur le parcours diplômant, sur comment en fait on n'a pas su reconnaître des compétences que l'économie, enfin l'école académique classique n'a pas su. Voilà. Et moi j'ai été enseignant pendant 25 ans et je pense qu'on n'a pas su. Mais j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup marqué, nous, qui était au Centre national il y a 3-4 semaines, certains d'entre vous étaient là. C'était la soutenance de thèse de Françoise Davazoglou, la maman d'Alice Davazoglou. Donc Alice Davazoglou, syndrome de Down, vous savez, qui a créé une compagnie, a été voir les plus grands chorégraphes français en leur disant, voilà, j'ai constaté, ce sont ces mots, qu'habituellement c'est les artistes handicapés qui sont dirigés par les non-handicapés. Moi je voudrais faire l'inverse, c'est moi qui veux vous diriger. Ce spectacle, si vous l'avez vu au CND, c'est une révolution, c'est remarquable, c'est extraordinaire. Et sa mère fait une thèse, et à la soutenance, elle décide que sa thèse soit facile à lire et à comprendre. Donc il y a une thèse en FALC. Le jury est avec les universitaires habituels que vous avez dans toutes ces soutenances, et aussi des artistes en situation de handicap qui étaient membres du jury. Et à la fin, le jury se dit, mais quand même, on a fait attention sur les termes, sur les concepts, et en fait, on y a tous gagné. Et ça, je pense que cette façon, comment le corps singulier vient réinterroger nos manières de faire, c'est important. Deuxième aspect qui est lourd aujourd'hui, c'est, je pense vraiment qu'on n'a pas encore pris en compte les coûts cumulatifs du handicap, c'est-à-dire qu'on n'a pas su, depuis la loi 2005, avoir des mesures compensatoires qui permettent à des personnes qui ont un moment de vulnérabilité ou qui sont en situation de handicap de pouvoir participer à égalité avec les autres. Donc, on évoque cette hypothèse d'une intermittence adaptée, ça serait un grand progrès. Mais
C'est très complexe, ça dépend du dialogue social. Il faut aussi que les syndicats de salariés d'employeurs soient d'accord. Enfin bref, c'est complexe. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à réfléchir, sortir de cette alternative qui, pour moi, n'est pas acceptable, que disait une maman, en l'occurrence Françoise Avazoglou, et disait aujourd'hui, quand vous êtes parent d'enfants en situation de handicap, c'est soit l'ESAT, soit c'est vous. Et effectivement, Alice, c'est l'énorme engagement personnel de sa maman, qui est un sacrifice. Mais ça ne va pas. Il faut qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement qui permettent à quelqu'un qui a un talent, qui a envie d'en faire son métier, de pouvoir exister professionnellement sans que ce soit le parent qui se soit sacrifié, même si vraiment les talents des parents sont aussi à prendre en compte. Donc je pense que ces questions-là d'obstacles structurels, qui commencent dès l'accès à la formation, sont vraiment à prendre en compte, et ça va être le chantier à venir. Et je finis sur le fait que je pense qu'on est devant une révolution de l'école, qui est en train de parler, donc des écoles nationales supérieures d'art. Je pense qu'il faut qu'on glisse de ce qu'a été aujourd'hui l'accessibilité, c'est-à-dire une norme, une loi, et Dieu sait qu'il faut cette norme, cette loi. Sans cette loi, on n'aurait pas pu faire ce qu'est le monde aujourd'hui. Aller dans un train comme le TGV, on y rentre facilement. Si vous allez dans un corail, vous faites le Orléans-Paris, c'est vraiment monter dans le train. C'est-à-dire qu'il est haut comme ça, vous êtes devant le quai, et haut comme ça, et vous êtes avec une foulure ou une grosse valise, vous avez du mal à monter. C'est ça, la France, avant la loi 2005. Il y a encore des trains corail. Donc on a déjà révolutionné. Mais ça, c'est l'accessibilité physique. Aujourd'hui, je crois que ce que tu décris, quand subitement votre formation vient dans l'école ordinaire, la réinterroger, la mixité, le partage de la pédagogie, c'est une accessibilité vécue, expérimentée. Et quand c'est expérimenté, tout change. Et c'est l'exemple que nous, on a connu avec l'École du Théâtre National de Bretagne. Depuis 6 ans, Madeleine Loarn vient avec les élèves de Catalyse. Les 20 élèves des promos 10, 11 et maintenant 12 sont au plateau régulièrement avec les 7 acteurs de Catalyse. Tout s'est adapté. Le TNB s'est adapté, l'école s'est adaptée, le concours d'entrée s'est adapté, et dorénavant, dans la promo 12, vous avez 2 artistes, un neuroatypique, un autre qui a un handicap physique assez lourd, qui sont rentrés. Il faut tout réinterroger, vous voyez, et à commencer par le concours d'entrée dans les écoles, qui n'est pas du tout encore adapté. Ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, le point commun, c'est ce que tu as formulé en disant on a tous à y gagner. Autrement dit, ce choc entre le filet de l'ESAT et en même temps la possibilité de Big Brothers pour aller au milieu ordinaire, la rencontre des gens autour du DU, la rencontre des comédiens du Cristal avec les comédiens de l'école Phonact, à chaque fois on a ce même constat, c'est enrichissant pour chacun. C'est-à-dire que ça montre aux uns et aux autres des possibilités nouvelles qui les enrichissent mutuellement. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, donc ça veut dire que ça marche dans l'échange. J'aimerais savoir si cela suscite chez vous des réactions, des questions, des propos divers et variés. La parole est à la salle. Alors, moi, j'ai juste une petite question par rapport aux ESAT, parce qu'effectivement, dans la question du parcours de l'artiste, il y a un sujet qui concerne finalement le repérage en fait, de l'artiste. Je fais peut-être appel à vos expertises respectives, mais qu'est-ce qui fait que demain, un parent ou un proche d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap l'amène à le mettre, l'inscrire, l'orienter vers un ESAT artistique? Je reprécise ma question. Est-ce qu'on y perçoit déjà un talent, une activité, une sensibilité, ou est-ce qu'on l'y amène pour qu'il y trouve un établissement? Je trouve qu'il y a une nuance. C'est une question intéressante. Alors, je vais essayer de me retenir d'y répondre. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Moi, je veux bien y répondre, mais je ne suis pas le seul. Moi, ce que je constate, c'est que c'est un peu comme dans le monde ordinaire, on va dire. Il y a vraiment des parents qui arrivent en s'adressant aux ESAT en disant « j'ai un enfant qui semble avoir un talent, qui est vraiment très engagé sur ça, etc. » Et effectivement, ça peut se révéler être quelqu'un de très talentueux. Après, il y a aussi des idées préconçues dans toute la société. Vous voyez, à l'entrée du conservatoire à Paris, il y a aussi des idées préconçues. Partout, il y a des idées préconçues. Par contre, ce qui me bouleverse beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on voit des parents qui arrivent et qui vous disent « mon enfant a 21 ans, demain il va quitter l'IME, j'ai pas de solution. Quand il fait ses stages d'intégration en espace vert, et ça c'est le vécu que je vous décris,
voilà, il se lacère. En fait, il déteste faire ça. Il s'accomplit sur la scène et j'ai pas de solution. Et ça, je crois qu'il est urgent aujourd'hui qu'on trouve, parce qu'on est d'accord, je ne pense pas qu'il y aura tant de ça de place dans les ESAT. Il faut trouver une autre approche, il faut trouver une autre solution, et il faut urgemment qu'on l'expérimente, qu'on ait plusieurs terrains d'expérimentation pour trouver des solutions qui soient aussi des alternatives à l'ESAT, parce que face à tous les talents qui arrivent, voilà, il n'y a pas de perspective professionnelle pour l'instant évidente. Ouais. Mais je pourrais éviter, pas éviter, mais je pourrais ajouter 2 choses. La première, c'est que ça s'est beaucoup modifié le recrutement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les gens avaient rarement même l'idée de penser que c'était possible de faire du théâtre. Donc il y avait peu de demandes, et les demandes, c'est presque nous qui les suscitions en disant mais théâtre, c'est intéressant, tu pourrais peut-être faire du théâtre. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent vers nous beaucoup plus rapides, beaucoup plus nombreux, et qui ont déjà fait une expérience, qui ont déjà fait une école, un atelier amateur, enfin bref, qui n'arrivent pas totalement vierges. Deuxièmement, moi je vois un peu trois profils pour aller vite. Celui qui veut faire du théâtre, qui est passionné depuis toujours et il pense qu'à ça et c'est vraiment un choix direct et c'est facile à voir. Celui qui arrive par élimination, il a essayé plein de trucs. Le seul truc où il est bien, c'est quand il joue, quand il fait des trucs le soir, il fait rire tout le monde. On se dit, mais oui, mais finalement, c'est le seul truc qui te plaît, pourquoi tu n'essaierais pas? Et le troisième qui est pas le hasard, quoi. C'est-à-dire que un peu la catégorie que je décrivais avant, de gens qui ont été pour une raison un peu particulière, je pense à quelqu'un qui fait le petit truc en plus. C'est un petit peu se lui est tombé dessus parce qu'il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et puis depuis, il n'aime plus du tout ce qu'il fait à l'ESAT et il a envie de rentrer à la Bulle Bleue. Moi, je peux ajouter ce que, en fait, pour un train ESAT, effectivement, c'est pas évident parce que c'est un processus très long. Et il y a des systèmes de stage aussi. Donc à la Bulle Bleue, avant d'être admis à la Bulle Bleue, il y a un système, il passe des stages 1 semaine, 2 semaines, après 3 semaines, je pense qu'il y en a plusieurs. Et en plus, par rapport aux parents ou à l'entourage, ça dépend des parcours qui ont fait les personnes, parce qu'il y a le parcours institutionnel où les gens s'enchaînent, les structures médico-sociales, donc les IME, les TEP, et après les AT. Et après, parce que nous, on n'a que 2 types de parcours, institutionnels et aussi par le milieu ordinaire. Donc c'est plutôt le handicap psychique avec le parcours de rupture. Et ça, c'est vraiment les personnes eux-mêmes qui se retrouvent dans les conditions, ils ne peuvent pas travailler ailleurs qu'en ESAT à cause de plusieurs échecs dans le milieu ordinaire. Oui, c'était pour compléter la demande. Je me demandais si vous faisiez une sélection, je pense en particulier au CNCA et à vous. Puisque je sais qu'en ESAT, ce n'est pas la même question. Il y a des places où il n'y en a pas. Mais probablement qu'on accepte beaucoup plus de gens. Et dans vos cas, est-ce qu'il vous arrive d'avoir une barre, en fait, pour faire entrer des gens si, par exemple, ils n'ont pas un parcours artistique très avéré est-ce qu'il y a des candidats? C'est la question de la sélection, en fait, c'est ça, hein? Pardon? C'est la question de la sélection. Est-ce qu'on sélectionne? Oui, la sélection. Donc alors, est-ce qu'on sélectionne alors, chez vous, non, parce que c'est nous qui vous apportons les gens, je veux juste préciser. À la Bulle Bleue, est-ce qu'il y a des sélections? En fait, on ne peut même pas, je pense qu'en tant qu'ESAT, d'exiger vraiment avoir un parcours professionnel pour les personnes qui souhaitent intégrer l'ESAT. En fait, il suffit d'avoir déjà un parcours amateur. Et après, grâce au stage, en fait, on voit les capacités de les personnes. Donc, en fait, on invite parfois les metteurs en scène et notre éducatrice qui se retrouve et qui discute. Est-ce que c'est une bonne voie pour cette personne pour intégrer les arts artistiques ou pas? Donc, voilà. Est-ce qu'on sélectionne chez Catalyse? Oui. Quand il y a une place qui se libère, en fait, on fait un appel général qui est français, et puis on a plusieurs candidats qui se présentent, et puis on fait partage d'intégration. C'est plutôt un choix de la troupe d'ailleurs. Et donc la sélection se fait comme ça. Un processus de cooptation, en fait. Mais je voudrais réagir parce que cette question, du coup, elle évoque 2 choses. Une chose qui est assez dramatique, et j'hésite à vous le dire, mais je vais le dire quand même. Récemment, nous, il y a une dame qui s'est présentée avec sa fille. Cette dame était une chanteuse très importante, reconnue. Et on n'a pas vu, et ça nous a bouleversés depuis, qu'on était la dernière chance. Et en fait, on s'adressait à la dame, on disait, voilà, votre fille n'est pas mûre encore, peut-être que dans 2-3 ans, etc.
Et cette dame, en fait, voilà, elle s'est suicidée, elle a tué sa fille, elle a laissé une grande fille derrière. Et je pense que ça, vous voyez, cette réalité-là de parents, moi j'en ai vu beaucoup, qui n'ont plus de solution, quoi, et qui en sont arrivés à des gestes de désespoir. Une famille pas loin de chez moi qui s'est produit la même chose. Donc coup sur coup, je me dis, il y a quand même un truc, quoi, en société. Ce que je crois, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le degré des attentes, c'est-à-dire des jeunes aujourd'hui talentueux, parce qu'ils sont passés par l'école ordinaire, qu'ils ont eu accès de plus en plus à l'éducation artistique culturelle, même si ce n'est pas encore assez, hein, il y a encore des enfants en situation de handicap exclus de l'éducation, mais il y en a de plus en plus, et de plus en plus de talents qui se présentent. Cette échelle d'attente ne peut pas correspondre au nombre de places des ESAT. Ce n'est pas possible. Je veux dire, si on regarde, il y a 100 artistes en France en ESAT artistique, c'est peut-être 10 postes qui se libèrent par an. Et les attentes sont bien au-delà par an. J'avais calculé que l'emploi culturel en France, c'est 3% dans le milieu ordinaire, et en ESAT, on est à 0,1% des postes d'emploi en ESAT. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres voies, et je pense qu'on a besoin à la fois des acteurs publics, et puis je m'adresse à vous, mais aussi des fonds privés. C'est très important. C'est-à-dire qu'il va falloir innover, et quelquefois les financements publics ne peuvent pas s'innover aussi rapidement qu'un fonds privé, qu'une fondation, etc. C'est impératif qu'il faut inventer. On est en train de glisser vers la table ronde de l'accès à la professionnalisation, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, parce qu'il y a d'abord les gens, on n'a pas de place. Bon, nous, on est passé en plus de 15 places des ESAT à 10. Donc, d'un seul coup, on se retrouve avec 12 personnes, on ne sait pas quoi en faire, on les garde quand même. Des gens qui viennent nous voir, on les prend, on n'a pas de place. Donc voilà, et puis aussi parce qu'on le verra tout à l'heure, peut-être l'ESAT ne leur va pas forcément. Et sur cette question de la sélection, entre guillemets, c'est très compliqué parce que c'est comme les gens, les concours au Conservatoire national, on se plante tout le temps, c'est-à-dire très régulièrement. Je pense à une fille qu'on a pris il y a quelques années. Et je me dis, putain, on est vraiment sympa, c'est bien pour elle, elle a besoin d'un ESAT, ça va lui faire du bien, mais alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? 5 ans plus tard, c'était une des meilleures comédiennes. Pourquoi ? Parce que c'était une bosseuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le talent et le travail. Quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui ne travaille pas, au bout de quelques années, il est beaucoup moins intéressant que la personne qui n'avait pas beaucoup de talent, mais qui bosse tout le temps. Et du coup, voilà, ce qu'on rencontre sur des chemins longs, c'est que le travail est essentiel, quoi. Oui. Je voulais juste vous dire que je n'entends pas. Et en fait, la vélotypie, c'est mieux que la langue des signes quand il y a des intervenants et pas de questions. C'est moins coûteux la langue des signes, mais il n'y a pas forcément de sourds dans la salle. Et quand il y en a, c'est mieux que la langue des signes, soit au moment de l'échange comme maintenant, ou quand il y en a évidemment dans le colloque. On prévoit la langue des signes pour traduire, mais ce que je veux dire, c'est une accessibilité. Par exemple, monsieur, je ne peux pas du tout entendre son intervention, mais voilà, j'espère qu'il y aura des sous-titres dans les vidéos. On va essayer de s'améliorer, et si jamais il y a un document, il y aura bien évidemment... Voilà, et donc, je suis venue en raison du fait que j'ai fondé une fondation qui s'appelle le Fonds Frida, et qui permet justement de financer l'accessibilité des spectacles et d'artistes handi, et également une partie des études de personnes handicapées dans l'école supérieure d'art. Voilà, et pour l'instant, on n'intervient pas dans le secteur protégé, et c'est une question, donc voilà, j'ai besoin d'entendre ce que vous dites, et je ne l'entends pas. Voilà, merci beaucoup. Every day